qui est notre grande thématique par rapport à la journée internationale de biologie. Monsieur Gérès, veuillez approcher s'il vous plaît. Et au moment qui s'approche un peu, m'accompagner aussi. Bonjour à tous. Voilà. Nous voulons parler sur l'apport d'intelligence artificielle au laboratoire de biologie médicale. Donc actuellement, l'intelligence artificielle est là et fait partie d'un toujours d'étonnement sur tout ce que nous faisons au laboratoire. Voilà. Sur tout ce que nous allons parler, nous allons commencer par comprendre d'abord l'intelligence artificielle. Nous devons comprendre l'intelligence artificielle. Nous devons maintenant comprendre l'intelligence artificielle au laboratoire de biologie médicale. Nous allons voir aussi son avantage de l'intelligence artificielle au laboratoire, son inconvénient dans les systèmes au laboratoire et nous allons conclure. Voilà. Pour comprendre l'intelligence artificielle au laboratoire, donc c'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est un système informatique capable de simuler l'intelligence humaine pour accomplir des tâches complexes. Et l'exemple de l'intelligence artificielle que tous nous avons déjà utilisé, c'est le premier exemple. Nous devons savoir qu'il y a la reconnaissance faciale sur le téléphone. La plupart de gens sur la ville utilisent la reconnaissance faciale pour débloquer leur téléphone. En fait, pour débloquer votre téléphone, il y a une application que vous pouvez installer sur votre téléphone pour les débloquer. Et l'accès sur l'ouverture de ces téléphones, il n'y a que vous-même qui peut le faire. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Et le deuxième exemple que nous pouvons encore partager ensemble, nous avons beaucoup d'applications que nous utilisons sur nos téléphones. Sur certaines applications que nous utilisons sur nos téléphones, il y a par exemple le dosage de la glycémie. Il y a certaines personnes qui prennent l'application de dosage de la glycémie, il met sur son téléphone. Quand il met son empreinte digitale, ça lui donne un résultat. Et ça fait partie de l'intelligence artificielle. Pas seulement ça, il y a certaines personnes, pour les adultes qui n'ont pas assez de moyens pour payer le taxiomètre par exemple, nous avons toujours sur l'application qui se trouve dans nos téléphones, vous téléchargez, vous mettez le tensiomètre et ça vous donne un résultat concernant votre tensiomètre. Et si j'avance encore, je pars au CMC, à l'hôpital CMC, il y a encore un nouveau système d'intelligence artificielle qu'on peut faire sur le dosage de la bilirubine chez les enfants. Nous avons une petite machine qu'on peut appliquer sur le front de l'enfant et ça vous donne un résultat. Et ces résultats-là sont plus comparés avec le test que nous analysons au laboratoire et ça vous donne des résultats qui sont concordants. Tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui entre en jeu. Voilà. Les objectifs poursuivis par l'utilisation de l'intelligence artificielle au laboratoire, la première des choses, c'est traiter efficacement des grands volumes de données. Aujourd'hui, sans ignorer tous les inspecteurs qui sont là, ils sont passés par des laboratoires, ils ont vu des équipements dans leur laboratoire. Et leurs équipements qu'ils utilisent, ces équipements-là sont faits incorporés d'un système d'intelligence artificielle dans les machines, les automates que nous sommes en train d'utiliser au laboratoire. Et ces automates-là améliorent les processus analytiques tout en donnant les résultats avec
précision. Et si vous êtes au laboratoire, vous donnez un résultat avec précision, vous pouvez vous taper la poitrine, là où vous êtes que je suis propriétaire, je suis en train de donner des résultats conformes et je suis en train de faire un boulot international. Ça vous donne la précision, ça vous donne la fiabilité de tout ce que vous êtes en train de faire et ça vous facilite à faire la rapidité de tout ce que vous faites. C'est pourquoi, à l'entrée des Jeux, le président nous a dit qu'avant, il y avait un système qu'on faisait sur le dosage de la glycémie, par exemple. Il y avait des méthodes qu'on appelait la méthode des folères ou. J'espère que quand je parle de la méthode des folères, tout le monde comprend. Maintenant, actuellement, dans presque tous les laboratoires, vous ne pouvez pas trouver cette méthode-là des folères ou. C'est difficile de retrouver le système de folères actuellement. Maintenant, actuellement, nous sommes tous générés avec le système d'intelligence artificielle incorporé dans nos automates. Et cette intelligence artificielle, ça diminue la variabilité entre les opérateurs et garantit la pratique uniforme et la fiabilité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais non, l'intelligence artificielle dont nous parlons est entrée et surtout utilisée comme aide à la décision dans tous les services de laboratoire. Donc dans tous les services, nous avons des automates, des équipements modernes. Et quand nous sommes devant nos équipements modernes, nous nous tapons tous la poitrine. Et nous n'avons pas sous la bille tout. Bien qualité, je fais des boulots internationaux. Voilà. Par exemple, la nématologie, vous allez voir la nématologie, l'impact d'intelligence artificielle dans les services de nématologie. Ça vous facilite à classer le globule rouge, ça classifie encore le globule blanc, le plaquette sanguin et la numération des globules blancs. Donc ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est l'intelligence artificielle qui est incorporée dans votre machine et ça classifie. Ça c'est le globule blanc, ça c'est le globule rouge, ça c'est les plaquettes sanguines, ça c'est la numération de globules blancs. Et toujours en hématologie, cette intelligence artificielle, il vous facilite à détecter les anomalies. Il vous dit que non, papa, cher technicien biologiste, devant ces résultats, vous êtes en face d'une anémie. Devant ces résultats, vous êtes en face d'une polyglobulie. Donc, ça vous facilite à voir des anomalies cellulaires. Et ça standardise la fiabilité accrue de tout ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est l'impact de l'intelligence artificielle en hématologie. En fait, cette intelligence artificielle se passe dans tous les services. Je suis en train toujours d'énumérer, je peux passer encore en biochimie et en immunologie. L'apport de l'intelligence artificielle en biochimie, ça vous facilite à détecter les incohérences et associations pathologiques. Et en immunologie, il interprète des résultats de tests immunosérologiques. Et tout en signalant les valeurs critiques, améliorant l'efficacité tout en laissant la validation finale aux biologistes. C'est-à-dire, quand bien même nous utilisons l'intelligence artificielle au laboratoire, les boss restent les biologistes, ou soit le technicien de laboratoire qui est les boss.
qui est là pour confirmer les choses. En microbiologie, cette intelligence artificielle accélère l'identification fiable. Il accélère l'identification fiable de bactéries, levures, moisissures. Il est en train d'accélérer la fiabilité de tout ce que vous êtes en train de produire via au caractère biochimique que vous pouvez retrouver tout en faisant votre analyse. Toujours en bactériologie, ce que je peux encore ajouter sur l'intelligence artificielle, c'est ce qui fait de nous maintenant le point international encore comment en faisant l'antibiogramme. C'est-à-dire, c'est vous, techniciens, biologistes qui êtes là, c'est vous qui doivent écrire que non, c'est que votre patient est en train de souffrir, la sensibilité à un produit nécessite toujours assez de produits, tel antibiotique. Donc, votre patient sera sensible, par exemple, à la jandalucie. C'est votre patient est sensible à la ciprofloxacine. Tout ça, toutes ces réactions-là, ça fait partie de l'intelligence artificielle en microbiologie ou soit en bactériologie. Les schémas maintenant de l'intelligence artificielle, pour arriver à faire tout ça, il faut faire un bon prélèvement de votre échantillon. Nous devons commencer par le processus de prélèvement. Nous devons contrôler ce que le confrère Patrick a dit, le préanalytique. Nous devons nous figer sur le préanalytique. Cher immigrants, concentrez-vous sur toutes les étapes de laboratoire. La première étape qui est le préanalytique, nous devons bien la respecter pour aboutir à un résultat de qualité. Et ces résultats de qualité, c'est ces résultats-là qui vont vous vendre chez les cliniciens et chez les gens avec qui nous travaillons ensemble pour l'intérêt de nos patients. Et après avoir respecté les étapes là, l'étape analytique qui est automatisée par les machines va vous transmettre maintenant les données détectées, il va vous transmettre les anomalies. Si vous avez bien respecté l'étape préanalytique, si vous l'avez bien respecté, vous allez vous rendre compte que non, tout ce que vous allez produire, c'est vraiment du boulot international. Et vos résultats que vous pouvez produire, si on compare avec un autre laboratoire, donc c'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver dans des résultats qui sont conformes à d'autres laboratoires. Mais dans tout ça, le technicien de laboratoire, c'est lui qui fait la validation. C'est ce que j'ai dit avant, que c'est le technicien de laboratoire qui est les causes. C'est lui qui va maintenant valider. Quand vous êtes en touche blanche dans votre laboratoire pour valider une épidémie et communiquer partout dans la province, c'est-à-dire, c'est vous, les biologistes, qui êtes les boss, comme je le dis souvent, c'est vous, les boss, qui doivent faire les alertes qu'il y a une pathologie quelconque, qu'il y a une épidémie quelconque. Donc, c'est le technicien ou c'est le biologiste qui est là pour la confirmation de toutes les surveillances épidémiologiques qu'on peut déclarer dans un pays, dans une province. Dans telle province, il y a Ebola. Dans telle province, il y a choléra. C'est vous et nous, les biologistes, qui êtes là pour valider les résultats donnés par l'intelligence artificielle. Maintenant, quels sont les avantages et les limites de l'intelligence artificielle? Les avantages, donc, de l'intelligence artificielle, il accélère les traitements
ce que je peux donner l'exemple de mon laboratoire, nous avons des automates comme par exemple la biochimie. Dans beaucoup de laboratoires, ils respectent 3 études, par exemple 4 études, s'ils veulent faire le dosage de la glycémie en biochimie. Mais avec l'intelligence artificielle que j'utilise, l'exemple de mon laboratoire, je peux prendre le sang total, sans pour autant le centrifuger. Je prends le sang total et je mets sur mon cartouche et j'ai 28 résultats et je libère tous ces 28 résultats. Et même ce qu'on n'a pas demandé, je les donne à mon clinicien qui a demandé. C'est-à-dire, actuellement, l'intelligence artificielle nous pousse, donc nous facilite à donner le rendu des résultats dans les délais avec précision, tout en donnant la détection précoce des résultats critiques. Mais alors, quelles sont maintenant les limites? Les limites de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne saura pas donner les jugements. Lui, c'est analyser. Lui ne saura pas juger. Lui ne saura pas garder secret des résultats. L'intelligence artificielle. Donc, avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de secrets confidentiels. Donc, ce sont des risques ce sont des limites que nous pouvons rencontrer à l'intelligence artificielle. Le type de risques, il y en a beaucoup. On peut passer par rapport aux risques, il y a des risques élevés, beaucoup de risques. Et parmi les risques, il y a le système de contrôle qualité qui est qu'on peut valider, on peut dire que non, c'est pas efficace et tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? L'IA, c'est un outil indispensable dans la modernisation de nos laboratoires. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, ce sont des équipements que nous avons, des équipements de qualité qui nous permettent d'avoir des résultats dans un délai précis. Et ça réduit les erreurs. Et puis, il exige aussi un système de contrôle qualité efficace. Et il exige aussi la maintenance. Oui. Et l'IA est un outil puissant d'aide au laboratoire médical, mais elle ne remplace pas les biologistes. L'IA, on peut l'utiliser au laboratoire, mais ça ne peut pas vous remplacer. Vous restez toujours le top de laboratoire, mais l'idéal est une collaboration entre l'homme et la machine pour garantir des résultats fiables et sécurisés. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup, RP. Merci beaucoup, RP Jeunesse, pour votre présentation. Maintenant, on peut prendre quelques intervenants. Le premier intervenant, préoccupation, question, sujet chaud. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci pour la parole. Je suis biologiste médical Antoine Mabouikoko. Je suis formé en programmation, paramétrage des automates et des analyseurs. Je félicite beaucoup mon ami Jérès Kabongo pour vraiment un sujet qui est à la une. Juste une petite intervention. Comme lui-même a bien dit que l'intelligence artificielle ne remplace pas le biologiste. Oui, mais dans quel cas, sur quelle machine
qu'il faut utiliser l'intelligence artificielle. Je voulais arriver pour lui dire, ajouter un élément pour dire, nous avons dans les types des automates, nous avons des automates à système ouvert. Les automates à système ouvert, là, ça dit, le fabricant vous donne tous les temps. Vous pouvez programmer en tant qu'utilisateur, vous pouvez paramétrer les temps d'incubation. Tandis que dans le massif des automates que nous appelons à système fermé, c'est-à-dire là, les sous-ensembles, même les traitements des informations, les traitements de spécimens, tout est figé. C'est-à-dire le fabricant là, c'est lui-même qui est appelé même à venir, tout est déjà bloqué. C'est surtout avec ce système de massif à système ouvert que l'intelligence artificielle intervient. Et il y a aussi des automates qui font recours aux robots. Les robots là, ce sont des manipulateurs. Vous allez voir que dans les types de machines que Juresca utilise, ce sont plus souvent des robots qui sont connectés au système d'intelligence déjà avec des automates que nous avons parlé, des automates à système fermé. En dehors de ça, nous avons aussi des automates que nous appelons mixtes. C'est-à-dire, soit il est en système ouvert, ou vous-même, vous pouvez vous procurer les réactifs de retour, vous pouvez paramétrer comme nous l'avons dit. Il y a aussi semi-ouvert, là vous n'avez pas le droit, tout est déjà figé. C'est vraiment là, à ce moment-là, le système d'intelligence artificielle qui intervient avec le fabricant. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. On donne la parole à merci beaucoup pour la parole. Je voudrais d'abord commencer par remercier l'intervenant pour sa brillante présentation. J'ai de petites préoccupations qui m'amènent un peu dans une confusion. La manière dont il a présenté l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'il a parlé, ne voyez-vous pas que dans 5 à 10 ans, cette intelligence artificielle amènerait beaucoup de laboratoires ou de biologistes au chômage? Parce que là où on devait utiliser 5, parce que nous avons l'intelligence artificielle qui intervient, on doit utiliser une personne. Parce que les autres travaux sont réalisés par l'IA. C'est-à-dire que les autres se risqueraient d'aller au chômage. Parce que dans l'entrée des jeux, le président parlait de ces véhicules qui roulaient sans chauffeur. Et dans 15 ans, on aura beaucoup de véhicules sans chauffeur et tous ces chauffeurs seront des chômeurs. Et maintenant, la confusion réside sur la manière dont il a présenté. Et quelque part, il dit que cette intelligence artificielle présente des limites. Pourquoi recourir à un système qui, à un certain moment, présente des limites? Merci. Merci beaucoup pour. Il y a eu un ajout, mais aussi une préoccupation. Est-ce que Merci pour la parole accordée. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je respecte aussi les aînés. Si je peux aussi les saluer. Bonjour, chers aînés. D'emblée, je donne des fleurs au comité de la section Kibouchi pour nous avoir réunis en ce lieu pour cette manifestation. En tout cas, c'est très intéressant et nous trouvons que l'organisation est au top. Je voulais jeter des fleurs aussi à Mme Berthe. Moi, on a passé beaucoup de temps dans notre corporation sans toutefois un jour parler de l'historique de notre corporation. Aujourd'hui, ça me rappelle les vieux que nous pouvons appeler des anciens succès. C'est-à-dire qu'ils ont fini, ils ne travaillent plus, il y a ceux qui sont décédés, mais qui ont fait l'essentiel afin qu'aujourd'hui que nous puissions aussi nous retrouver en ce niveau. En tout cas, madame, c'était bien et ça nous a rappelé les bons moments qu'on a passés avec nos aînés. Merci.
nous jetons des fleurs. Je prends le premier, Madame Eladia. Elle a parlé de la masturbation. Nous avons étudié dans les écoles des prêtres. C'était une couture. Et c'était la curiosité. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on raconte ça. Alors, la masturbation à cette époque, c'était un tabou, oui, pour nous, mais pour les autres, c'était une curiosité. On voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Avec les lois qui existaient, on interdisait à tout celui qui était marié ou ceux qui portaient déjà une grossesse de venir étudier avec nous. Pourquoi? Parce que son comportement pouvait avoir des influences sur nous. Mais maintenant, on laisse les femmes mariées, les femmes qui ont des enfants, les hommes qui ont des enfants, de revenir. D'après la loi, elles peuvent étudier ces femmes-là qui ont des enfants maintenant avec tout le monde. Et si vous interdisez aujourd'hui la masturbation, ce sera aussi à dire à toutes ces femmes-là de ne plus revenir étudier avec les jeunes. Si vous comprenez. Alors, moi j'ai parlé, elle a bien dit qu'avec la masturbation, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Oui, d'après la loi, on peut arrêter quelqu'un par rapport à tout ce qu'il peut faire comme quelque chose qui doit. Bon, je reprends un exemple. J'ai un jeune homme, lui, il me dit chaque fois ceci. Moi, vous ne me verrez jamais avec un enfant d'autrui. Vous ne me verrez jamais avec quelqu'un qui vient me dire tu as pris la femme d'autrui. Ou soit je ne dépenserai jamais de mon argent assez. C'est utiliser seulement 500 francs et je paie le savon et je me satisfais. Vous voyez, avec cette culture qu'on vient de nous présenter ici, j'ai compris que c'était plus pour les blancs parce qu'elle nous a dit qu'en Afrique, jusque-là, on n'a pas détonné. Pourquoi? Parce que c'est un tabou. Alors, lançons-nous ici en Afrique dans des recherches qu'on sache qu'est-ce qui se passe chez nous. Parce que là, il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui pratique plus la masturbation va chercher à s'isoler. Peut-être en Europe, oui, mais ici chez nous en Afrique. Il va chercher à aller plus loin par rapport aux autres. Il aura honte, mais il a fait ça en cachette. Mais quand il vient, personne ne le sait. Alors, moi, je verrais que comme ce sont des débats scientifiques, qu'on puisse faire des recherches chez nous en Afrique et que ça peut donner. Merci pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Revenons sur la masturbation, je pense que c'est un sujet que les jeunes connaissent, je sais comment ils sont intéressés. Franchement, ça bouge. Selon certaines études, on dit que la masturbation, elle peut même favoriser la productivité en réduisant le stress et en améliorant l'humeur. Ça veut dire quoi quand je dis ça? Parce que satisfaire une femme en un homme, c'est pas facile. Elle se satisfait mieux dans son posture. Et ça se voit dans sa bonne humeur. À quel moment cette masturbation-là, qui favorise la bonne humeur et la mentalité, devient-il nuisible? Merci beaucoup, Madame Valérie. Vraiment, c'est un sujet. Oh là là, il y a beaucoup de mains. Sauf je vais les révéler.